Bonjour à tous. Ravie d'être là. Du coup, Justine Lavarenne d'Agicap. J'ai 3 intervenants avec moi. On va commencer par les questions d'usage pour savoir si vous entendez bien, si vous pouvez répondre dans le chat pour nous dire si tout est bon et que vous entendez bien. Super. Merci Nicolas pour ce premier OK. Top. Bon, alors ça a l'air d'être bon au niveau du son. On va commencer par une présentation rapide et ensuite rentrer dans le vif du sujet. Donc là, l'objectif de la table ronde, c'est de parler de la gestion de l'humain dans la crise, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé des mesures financières à prendre, de tout ce qui peut être les mesures d'aide aussi de l'État. On parle un petit peu moins de l'humain et pourtant, c'est transverse dans toutes les mesures, que ce soit le chômage partiel ou des congés imposés ou non annulés, etc. Et même le confinement, en fait, que ce soit du télétravail ou autre, ça va vraiment impacter très fortement les différentes personnes et avec des conditions très différentes, que ce soit des soignants qui vont travailler beaucoup, des gens dans la grande distribution qui vont travailler énormément, à l'inverse des gens qui vont être en activité partielle, ou alors d'autres personnes qui vont se lancer dans le télétravail alors que ce n'était pas du tout dans la culture de l'entreprise. Donc voilà, c'est toutes ces thématiques-là qu'on va aborder. Avant ça, je vous présente un tout petit peu plus, puisque c'est une table ronde donc de Cash is King. Et Cash is King, c'est notre communauté à laquelle certains d'entre vous appartiennent, notre communauté Slack. Pour vous dire rapidement, le webinaire, donc il est enregistré et vous recevrez le replay automatiquement par email. Vous pouvez échanger avec nous par chat si vous avez des problèmes techniques. La majorité des problèmes techniques vont vraiment se résoudre en rafraîchissant la page. Donc, n'hésitez pas de tenter ça, que ce soit des problèmes de son ou des problèmes d'affichage. Et posez vos questions dans l'espace réservé, donc dans l'onglet questions, plutôt que dans le chat. On y répondra soit en séance, soit a posteriori. Il faut savoir que vous avez été nombreux à envoyer des questions aussi avant. Donc ça, nous, on a prévu d'y répondre, les questions dans les formulaires. Et on va ensuite aborder celle-ci. Rapidement, nous, qui on est du coup Agicap. C'est un outil de gestion de trésorerie automatique, donc qui vous permet de vous synchroniser avec vos banques, de suivre du coup vos trésoreries et de prévoir, de faire votre prévisionnel pour voir justement avoir la meilleure visibilité et prendre les meilleures décisions. C'est forcément quelque chose d'important en ce moment, que ce soit sur Excel ou avec un outil comme ça, de faire votre prévisionnel. Mais ça, je ne vous l'apprends pas. Cash is King, comme je disais, communauté de DAF et dirigeants de PME. Le but, c'est de s'entraider, d'échanger les nouvelles, d'échanger aussi les expériences, donc entre ceux qui ont fait déjà des demandes de financement, des demandes d'activité partielle ou autres, et d'échanger du coup les retours de comment ça a pu se passer. Nos intervenants, donc, Corinne Chéniaud, si tu veux faire un petit signe. Du coup, Corinne est présidente d'Alliance Caoutchouc, donc une société qui produit du caoutchouc, comme son nom l'indique. Elle va nous expliquer du coup comment elle a géré la crise avec ce début de confinement et ses actions, et les actions qu'elle a prises. Nicolas Chavassieux, qui lui est expert comptable conseil chez KPMG et qui accompagne des clients notamment sur des choix où il faut faire la balance entre les besoins pressants financiers et en même temps la gestion de l'humain. Et Sophie Duchini, qui est DRH partagée, donc chez Acting, et qui accompagne de nombreux clients dans ces fonctions-là, avec un apport plus ou moins grand en fonction des besoins et de la taille d'entreprise. Donc vraiment des grands clients et des tout petites structures qui permettent du coup d'avoir une bonne vision transverse et de nous faire part un peu de son retour d'expérience. Rapidement, alors j'ai l'impression qu'on a perdu Nicolas. On va voir s'il peut revenir. Corinne, du coup, on va commencer avec toi, Oui. si tu veux bien. Alors, je vais arrêter le partage de mon écran. Et tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un peu comment tu as pris la nouvelle un peu du confinement, comment tu as arrêté ton activité avant de la reprendre, comment ça s'est passé au niveau justement des collaborateurs et comment vous avez un peu communiqué autour de tout ça. Oui, bonjour à tous. Eh bien, nous sommes une petite entreprise de 9 personnes, donc déjà, c'est plus facile à gérer, assez familial, donc on est très proches, on fait beaucoup de choses ensemble déjà. Donc, quand j'ai appris le confinement,
je me suis dit, je ne me sentais pas trop concernée sur la fermeture parce qu'on ne reçoit pas de public, on travaille dans un local de 700 mètres carrés à 6 personnes, donc ça va. Le bureau, c'est pareil, on est espacé. Donc après, je me suis dit, bon, on verra demain comment ça se passe avec les employés. Et puis, en discutant un petit peu, bon, je voyais que c'était un petit peu, il y avait des avis qui divergeaient, mais bon, tout le monde était OK. Et puis, la semaine avançant, je sentais qu'il y avait la peur qui s'installait d'attraper cette maladie. Et en plus, j'en avais 2 en vacances, donc ils ne voulaient absolument pas que ces personnes réintègrent la société parce que, pour voir s'ils n'avaient pas le virus. Donc, je me suis dit, j'ai pris la décision d'arrêter le jeudi soir 19 et puis de mettre tout le monde en chômage partiel et de voir comment ça évoluait. Déjà, mettre les personnes en vacances en quarantaine et tout ça. Et puis, au bout de 8 jours, j'apprends par mon comptable que nous ne faisions pas partie des sociétés éligibles au chômage partiel. Donc là, je me dis, ça va être compliqué parce que je ne peux pas me permettre de payer les personnes chez eux à rien faire. Et s'il n'y a pas de chômage, les mettre en vacances, ils n'avaient pas l'air de souhaiter cette solution-là. Bon, je pouvais la faire, mais je ne le souhaitais pas non plus. Donc, dans la semaine, on avait établi un WhatsApp général pour voir un petit peu la tendance de tout le monde, le moral, comment ça se passait et tout ça. C'était très, très sympa. Et puis, je leur ai gentiment demandé s'ils souhaiteraient, s'ils étaient OK pour reprendre le travail le lundi qui suivait. Et tout le monde a été d'accord. Donc, le lundi, on embauche et là, on se fait une petite réunion pour mettre les gestes barrières qui sont euh, euh, dites. Et puis, nous, déjà, dans l'entreprise, en EPI, on a déjà les masques, on a déjà les gants, on a déjà tout ça, sauf qu'ils n'ont pas particulièrement l'habitude de les mettre parce que c'est très contraignant de travailler avec un masque tout le temps. Et ils ont décidé de ne pas les mettre parce que c'est pas ici qu'ils pensent pouvoir avoir ce virus. Donc, ils sont éloignés tous les uns des autres en travaillant, ils gardent leur distance. Même au niveau du réfectoire, ils ont très grand, donc ils ne sont pas les uns sur les autres. Donc, tout se passe plutôt bien. Et la reprise, eh bien, la reprise, gentiment, on voit que les clients commencent à reprendre, à nous demander de continuer ou de reprendre nos expéditions. Donc, c'est plutôt sympa et ça nous donne de l'espoir. Même si on a perdu 40% des commandes en mars, pardon, ben on espère que petit à petit, on va réussir à les rattraper. Ça va peut-être pas être si facile que ça, mais bon, il ne faut pas se désespérer et garder l'espoir que ça va reprendre de toute façon. J'attends pas. Pardon, je disais un peu de curiosité au début, mais finalement, des gens qui sont plutôt contents de reprendre et les mesures que vous avez pu mettre en place qui suffisent, en tout cas, à leur se sentir en sécurité de leur côté, quoi. Voilà. Ils étaient contents de reprendre parce que, bon, rester chez soi, tout le monde n'a pas du terrain, tout le monde n'a pas un espace vert, tout le monde, voilà. Et c'est compliqué de rester chez soi à rien faire. Donc, ils étaient vraiment très contents de reprendre. Et je pense qu'ils ont compris aussi que c'était aussi un peu la surprise de l'entreprise quand même, hein, parce qu'on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Bon, on avait de la chance aussi d'avoir de la matière première pour pouvoir travailler. Pouvoir honorer les commandes qui étaient quand même passées. On n'a pas eu d'annulation, donc c'était plutôt bien. Et puis après, petit à petit, mes fournisseurs de matières premières ont réouvert aussi et du coup, on n'est jamais resté en rupture de stock. Super. Donc ça, c'est un bon exemple du coup de l'application des gestes barrières qui ne sont pas toujours évidents ni à saisir ni à mettre en place. Là, la chance que vous avez, c'est la taille aussi de la structure. Oui. Peu de gens, mais beaucoup d'espace. Et comme on disait, le travail du caoutchouc qui se fait vraiment dans la chaleur. Donc c'est un bon exemple, en tout cas, et une communication constante qui vous a permis de C'est ça, la communication, je la continue tous les jours. Je vais dans l'atelier, je discute avec chacun.
pas tous les jours avec chacun, hein, mais un ou deux chaque jour. Et ça permet de voir comment ils se sentent et s'ils ont le sourire ou pas, quoi. Donc, ça se passe vraiment très, très bien. J'ai de la chance d'avoir une bonne équipe aussi. On a une question de Pascal et après, on passera à toi, Sophie. Corinne, du coup, c'est pour toi. Constatez-vous quelques angoisses pour le retour des salariés, crainte de l'autre après cette période anxiogène? L'autre peut-il devenir celui qui est porteur de la peste? Donc, est-ce que entre eux, ils ont l'air d'avoir retrouvé le contact et un peu ce sentiment de… je dirais qu'ils l'ont même pas perdu, hein, parce que je pense qu'ils étaient bien en contact justement via le WhatsApp et chacun racontait ses journées chez lui. Donc, ils voyaient bien que personne ne faisait d'extra, quoi. Et donc, ils n'ont pas d'appréhension entre eux parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est pas ici qu'on peut l'attraper. Donc, je suis confiante et je suis sûre qu'ils ne sont pas à faire des choses irraisonnables à l'extérieur. Ok, super. Bon, c'est un bel exemple en tout cas. Du coup, Sophie, toi, comme on disait, hein, tu encadres, tu aides en tout cas plusieurs entreprises et de tailles différentes. Ça veut dire que les problématiques ne vont pas du tout être les mêmes, qu'il y a une grosse question de culture, de réorganisation aussi du volume de travail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, du coup, pour toi, des grosses tendances au-delà des mesures sanitaires éventuellement dont Corinne vient de parler? Il y a donc, comme je disais, le changement de façon de travailler, le télétravail, mais aussi la garde d'enfants, le changement de type d'activité parfois, puisqu'on passe de beaucoup de magasins ou plutôt finalement de la vente à distance pour certains. Qu'est-ce que tu constates et quels conseils tu pourrais donner aux participants? Ouais, bonjour à tous. Effectivement, on accompagne différentes structures, donc les réalités sont vraiment différentes entre des entreprises comme celle de Corinne qui ont pu reprendre le travail, des entreprises qui continuent le travail en télétravail, parfois avec des enfants à la maison, et puis ceux qui ont tout arrêté. Là, au niveau des bonnes pratiques, c'est vrai que le dirigeant ou les dirigeants, managers, bonjour Nicolas, ou les dirigeants, managers, en fait, la personnalité et le contact vont faire que le lien est toujours assuré. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez primordial dans ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et justement, sur ces méthodes de travail, c'est assez important parce que pour nos clients qui passent, par exemple, totalement en télétravail, certaines personnes se sentent complètement démunies. Il faut quand même garder en tête que pour certains, c'est la première fois. Pour certains, c'est la première fois qu'ils utilisent des outils de visioconférence. Donc, il faut pouvoir les aider là-dessus et pas laisser les gens un petit peu tout seuls chez eux et puis en se posant des questions sur est-ce que les gens m'entendent quand je suis en réunion, est-ce que je peux participer, pas participer. Et puis être très très présent. Donc ça c'est un point aussi important sur la communication, donc communication de groupe, communication personnelle, la présence en fait des managers, c'est important. Donc sur cette partie-là, moi je vais citer en exemple en fait une petite entreprise, donc un petit peu de la même échelle, enfin la même taille que celle de Corinne, où le dirigeant tous les jours en fait prend la parole pour ses salariés à distance. Pour dire simplement que il ne sait pas si la semaine prochaine ils seront toujours ouverts, il ne sait pas si ces installateurs seront toujours disponibles, mais les personnes peuvent poser des questions. Et ce lien, en fait, les salariés nous disent que ce lien est très très rassurant parce que le dirigeant est à bord. Donc ça, c'est vraiment important, c'est vraiment un point clé. Un point qui est important, c'est pour les plus grandes structures où le dirigeant ne peut pas forcément être en contact avec tout le monde tout le temps, c'est de s'assurer d'un relais. Donc ça, dans les plus grandes structures, c'est ce qu'on voit qui marche bien, d'assurer un relais, soit grâce à vos partenaires sociaux, parce que ils ont un vrai rôle à jouer à distance aussi, de s'assurer que tout le monde va bien, soit via vos managers aussi, ça marche pas mal, donc de vraiment relayer par vos managers, que chaque personne soit appelée chaque jour. C'est quelque chose qui peut sembler anodin, mais dans le travail de tous les jours, vous voyez les gens tous les jours, vous voyez quand ça ne va pas, vous voyez quand ils ont des cernes, vous voyez quand ils sont tout blancs.
vous ne le voyez plus quand c'est du travail à distance et ce contact individuel, du coup, il doit être maintenu et ça marche bien. Et c'est comme ça qu'on peut aussi accompagner des personnes un petit peu plus en difficulté, soit parce qu'ils sont débordés avec les enfants à la maison et que voilà, les parents sont en bord de crise de nerfs, soit parce que les outils ne fonctionnent pas, soit parce que la personne est vraiment seule depuis un mois et c'est très compliqué. On a rencontré des situations avec des parents à gérer en maladie, etc. Donc, ce lien est vraiment primordial et là-dessus, je pense que la communication avec les CSE, avec les syndicats, peut vraiment vous aider. Nous, dans les structures où on a ces présences-là, ils sont en général très proactifs justement pour assurer ce lien et c'est plutôt une bonne chose. Un dernier point peut-être sur tout ce qui est se réinventer pour l'après. C'est vrai que les dirigeants aujourd'hui sont beaucoup dans l'urgence et c'est bien normal. Par contre, ce qu'on commence à voir pointer et qui, je pense, est important, c'est vraiment de penser après, à la fois sur la partie d'organisation du volume de travail. Donc, je ne vais pas empiéter sur ta partie, Nicolas, tu en parleras plus tard, mais de vraiment préparer en fait l'après avec des possibilités existantes déjà aujourd'hui sur des modulations horaires sur l'année peut-être pour faire un petit peu moins maintenant, un petit peu plus après, sur organiser les congés après parce qu'aujourd'hui, certains ont déjà mis en place des choses pour prendre des congés maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? Qu'est-ce qui va se passer cet été? C'est intéressant de déjà se poser la question avec les partenaires sociaux ou en direct avec vos salariés. Et puis, peut-être sur se réinventer après, c'est un bon moment. C'est-à-dire que les salariés, ceux qui travaillent un petit peu moins ou à distance, il y a une écoute qui est différente. Donc, ça peut être aussi le bon moment de poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on change d'activité? On a une activité là en ce moment sur un client qui est dans le médical et c'est vrai qu'ils sont sursollicités sur une partie, évidemment, liée au Covid, sous-sollicités sur d'autres. Et donc, il y a cette réinvention qui se met en place. Bien sûr que c'est intéressant économiquement pour l'après, mais c'est aussi intéressant pour solliciter les gens qui ont des idées et pour maintenir en fait cette stimulation d'équipe. Donc ça, c'est assez important et c'est ce qu'on commence à voir mettre en œuvre dans les entreprises, petites et moyennes entreprises. Évidemment, pour les grandes entreprises, l'après semble un petit peu plus loin, mais pour les petites et moyennes entreprises, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer maintenant pour se réinventer et surtout pour intégrer les équipes à cette réinvention. Donc là-dessus, ce qui marche bien, c'est vraiment d'aller contacter les personnes qui se sentent à l'aise justement dans ces moments un peu de flou. On en voit des personnes qui sont bien plus à l'aise que d'autres. Donc n'hésitez pas aussi, là encore, comme pour les CSE, à les solliciter, ces personnes-là. Justement, en parlant de personnes, on a du coup une question de Johanna qui dit comment gérer la situation inverse? Je n'arrive pas à faire émuler le lien de groupe à distance. J'avais créé un groupe WhatsApp dans lequel les 10 premiers jours, je leur écrivais tous les jours et hormis une personne ne répondait. Donc ça fait partie justement d'un de ces relais. Après, le problème, c'est comment essayer de faire marcher un peu mieux les choses pour que ce ne soit pas qu'une personne et que les 9 autres ne répondent pas. Toutes les autres en tout cas ne répondent pas. Donc c'est ça, en gros, ton conseil, c'est de s'appuyer sur ces relais-là. Oui, s'appuyer sur des relais individuels aussi, parce que alors il y a effectivement cette situation inverse, et j'avoue que j'en fais parfois partie à titre personnel, où il y a une sursollicitation via les réseaux WhatsApp, qui soient professionnels, amicaux, familiaux, etc. Enfin WhatsApp ou autres d'ailleurs. Donc, ce que j'ai vu bien fonctionner, ce sont des outils de visio très courts sur 10 minutes le matin, un quart d'heure le matin, ou comme fait Corinne, du coup, de voir les personnes directement, mais de faire en visioconférence parce que répondre à des WhatsApp toute la journée, c'est vrai que ça peut être une sursollicitation difficile pour les gens. Mais par contre, être là en vidéo, ça peut être assez simple. Donc, pour eux, si vous avez les outils, ça marche assez bien. Encore une fois, voilà, il faut que chacun soit équipé à la maison. Mais ce qu'on voit, c'est que ça marche pas mal chez les clients qui le font. Donc, c'est peut-être concentrer aussi le moment où on est tous ensemble et là, on crée du lien. Mais en tout cas, concentrer à un moment un petit peu et créer ce rituel, comme tu disais aussi, sur la personne, le chef d'entreprise qui fait ça tous les 2 jours, c'est ritualisé et c'est fait. Il y a même des grandes entreprises qui ont mis ça en place aussi. Donc, la taille de la structure, ça peut fonctionner.
On parle aussi beaucoup, et on a eu beaucoup de questions avant sur les risques psychosociaux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Il y a de la peur déjà de se sentir abandonné pendant le confinement, plus savoir exactement où est sa place éventuellement, notamment pour les personnes qui ne sont pas habituées. Il y a aussi la peur de la reprise, comment on fait pour revenir alors que ça fait beaucoup de semaines qu'on nous dit il faut pas sortir, limiter les contacts. C'est ce qu'on disait un petit peu à Corinne. Alors elle, la période a duré moins longtemps et en plus les gens ont de l'espace, donc ça a été. Mais comment faire pour les autres structures? Ça fait partie de préparer la reprise, mais aussi un peu limiter ce traumatisme qui peut être plus ou moins important chez les gens, notamment les personnes qui peuvent rester seules chez eux. C'est peut-être un peu plus compliqué. Qu'est-ce que tu as vu à ce niveau-là pour travailler sur les risques psychosociaux? Alors là, il n'y a pas de solution miracle, hein, comme souvent, de toute façon, dans l'humain. Alors, ce que j'ai vu, il y a eu plusieurs choses. C'est vrai qu'au tout début, on a eu des clients donc des personnes qui allaient en clientèle chez des agriculteurs. Et certains de ces commerciaux, en fait, avaient peur d'aller voir le client en disant « Non, mais c'est des agriculteurs, si on ne leur serre pas la main, ça se passe mal, donc je ne veux plus aller les voir. » Et donc là, le dirigeant ou le manager, enfin voilà, selon la taille, en l'occurrence là, c'était le dirigeant, le fait que le dirigeant puisse rassurer, c'est vraiment important, en disant non, mais ça, c'est des conditions, tu peux énoncer ça comme des conditions de non, je te serrerai pas la main et on restera à 1 mètre, c'est absolument nécessaire, et si le client n'accepte pas, tu as le droit de partir. Donc je pense que déjà, voilà, de rassurer de cette façon-là, en disant je suis derrière toi, si les conditions ne sont pas remplies, tu peux partir et tu peux dire que tu n'assureras pas le rendez-vous. Je pense que c'est important. Après, il y a 2 types de personnes. Pour ceux qui restent chez eux, il y a les personnes qui sont sursollicitées. Alors là, en l'occurrence, voilà, sur les banques, par exemple, ça peut être très difficile. Ça peut être très difficile aussi pour les managers. Des situations vraiment difficiles sur les risques psychosociaux que j'ai rencontrés, ça a vraiment été un manager avec enfants en bas âge, travail à la maison, sursollicité. Donc là, n'hésitez pas à leur fournir des moments de stop, en fait, de leur proposer une journée. Vous avez la possibilité je crois que tu en parles, Nicolas, mais d'avoir des arrêts pour garde d'enfants, des choses comme ça, et ça leur permet de respirer. Donc là encore, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Et puis, pour les personnes qui sont vraiment seules et dans des situations délicates ou dans des situations d'hyperstress, il faut déjà pouvoir les détecter. Donc, pour les détecter, tous vos systèmes de détection des risques psychosociaux, ils sont en général en stand-by en ce moment. C'est là qu'il faut en recréer et vraiment créer cette connexion avec le manager, le dirigeant, le CSE, les collègues. Demandez, assurez-vous en fait que chaque collègue soit appelé tous les jours par au moins une personne, et n'hésitez pas aussi à solliciter soit médecine du travail, soit si vous avez des services d'aide au niveau des infirmiers. Aujourd'hui, ils sont un petit peu plus disponibles parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire, et ils peuvent aussi assurer des appels plutôt orientés sur de l'aide psychologique, et ça marche assez bien. Après, ce qui marche le mieux, c'est de toute façon le contact avec les collègues, même à distance. Ok, super. Tu parlais justement du télétravail avec des enfants. Est-ce qu'il y a des choses tu as vu ou aidé à mettre en place des choses pour limiter un peu ou donner plus de temps à ces gens-là, d'alterner entre les 2 parents ou d'aménager un petit peu le temps horaire? Est-ce que ça, c'est des mesures qui sont prises Ouais. Alors, sur un de nos gros clients, effectivement, ce qui a été vraiment reconnu comme aidant, c'est quand le manager, n'hésitez pas, enfin, que vous soyez manager, dirigeant, enfin, peu importe, mais n'hésitez pas à poser ces questions-là. Nous, on nous disait beaucoup, mais est-ce que je peux parler de ça? C'est personnel. Oui, parler de ça, poser la question, est-ce qu'il y arrive avec les enfants? Est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit? Est-ce qu'ils peuvent travailler à des horaires normaux? Parce que là encore, on peut vite aller vers des personnes qui soit n'arrivent pas à travailler, soit vont travailler la nuit
pour résorber et puis participer à des conférences la journée. Donc ça, on a vu ça aussi. Donc poser des questions sur la vie personnelle pendant ce confinement. Je sais que c'est parfois inhabituel pour certains managers, mais là, c'est vraiment indispensable. Et n'hésitez pas effectivement à leur proposer soit des horaires particuliers, ce qui marche bien encore une fois, nous, ce qu'on a fait pour ce client dans la partie ingénierie, ils travaillent donc tous à domicile, c'est que pour les personnes qui ne pouvaient pas se dégager du temps ni pour leurs enfants, ni pour leur équipe finalement, c'est de dire voilà, sur au moins une demi-journée par semaine, vous vous arrêtez, vous soufflez, vous faites rien et le reste du temps vous essayez de gérer, d'être un petit peu plus souple que d'habitude sur les horaires et encore une fois d'individualiser. C'est pas parce que la personne est à la maison avec des enfants qu'elle est forcément en stress et c'est pas parce que la personne est toute seule et qu'elle a que du travail à faire qu'elle n'est pas en stress aussi. Donc voilà, chacun peut avoir un niveau de stress très différent selon sa situation. Donc individualiser, c'est vraiment le mot-clé, je pense. Super. Nicolas, on va passer à ta partie qui est, elle, un peu différente. C'est donc en tant qu'expert comptable, tu accompagnes des entreprises sur la mise en place de mesures qui, elles, ont des impacts humains et avec des dirigeants qui ont envie à la fois d'être très proches toujours de leurs collaborateurs et parfois vraiment très juste avec eux. Mais qui sont aussi contraints de faire face à une réalité financière qui fait que il y a moins d'activité potentiellement, il y a aussi du coup un chiffre d'affaires qui est en baisse et donc des difficultés financières qui peuvent arriver. À quelle situation toi tu as pu faire face? Notamment, tu me parlais d'une difficulté autour de la gestion des paies avec plein de situations différentes, à savoir les arrêts maladie tout court, les arrêts aussi pour garde d'enfants, l'activité partielle à mettre en place avec des directives et au début des contours qui n'étaient pas forcément très évidents et qui ont évolué. Comment tu as accompagné tes clients? Quelles problématiques tu as vues le plus? Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aussi aux dirigeants qui soit n'auraient pas encore pris les mesures sur le premier mois parce que ça allait, soit se posent la question sur comment et quand les mettre en place? Alors oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de problématiques auxquelles ont dû faire face nos dirigeants. J'espère qu'il n'y aura pas de redite avec ce qui a été dit précédemment à cause du problème technique. Je m'en excuse d'ailleurs. Pour illustrer ça, je vous propose de prendre un exemple, celui d'un de mes clients, qui est une société qui fait de l'usinage, une vingtaine de salariés, 2 personnes à l'administratif et puis le reste à l'atelier. La première vraie problématique à laquelle a dû se confronter ce dirigeant, mais je pense que ça a été évoqué via les explications de Corinne, c'était effectivement d'expliquer que le travail restait la norme et donc que les salariés devaient continuer à travailler. Et puis l'organisation de la société dans un contexte où effectivement on doit faire avec un certain nombre d'absences, des absences parce qu'il y a des personnes qui sont dites personnes à risque et donc qui sont en arrêt maladie, et puis des absences pour garde d'enfants. Donc, continuer à faire fonctionner la société dans de bonnes conditions avec ces difficultés-là. Cette société dans l'usinage a pu continuer à travailler comme ça pendant une quinzaine de jours. Et puis, à la fin du mois de mars, a été confrontée à la problématique que tu évoquais, celle de l'activité partielle. Alors, juste pour rappel, il y a 3 conditions d'éligibilité à cette activité partielle. La première, c'est la fermeture administrative. Nous, on n'était pas dans ce contexte-là. La deuxième, c'est une baisse importante de l'activité en lien avec la pandémie. Donc, nous, on était plus dans cette situation-là. En fait, mon client était dans une situation assez complexe puisque ses clients, les uns après les autres, l'appelaient pour annuler les différentes commandes. Et puis, les fournisseurs fermaient les uns après les autres et donc des difficultés à s'approvisionner. Donc, nous, on a mis en place l'activité partielle dans ce contexte précis. Voilà. Troisième élément et troisième condition d'éligibilité pour cette activité partielle, la protection des salariés. Juste pour rappel, on peut, si dans un contexte particulier, nos salariés, on ne peut pas garantir à nos salariés une protection, on peut solliciter l'activité partielle. Moi, j'ai eu ça chez tous mes clients.
En l'occurrence, ce client a fait travailler dans des labos un certain nombre de techniciens. Physiquement, on ne pouvait pas faire travailler tous ces techniciens en même temps et garantir la protection de ces salariés-là. Donc, après la problématique de faire continuer les salariés au travail, la seconde problématique qu'on a eue, c'était la problématique de l'activité partielle et de solliciter cette activité partielle. Avec une certaine incertitude au départ, comme tu l'évoquais, les dispositifs ont évolué au fur et à mesure. Au début, il y avait un vrai doute sur la possibilité de ce type de société d'accéder à l'activité partielle. On avait constaté un certain nombre de demandes d'activité partielle avec des retours négatifs. Donc voilà sur cette partie activité partielle. Moi, mon client, en l'occurrence, avait donc fait sa demande d'activité partielle aux alentours du 20 mars. Autre problématique, il a eu le retour et l'officialisation de l'activité partielle courant du mois d'avril, avec des délais particulièrement longs sur la plateforme, parce que tout simplement, la plateforme était engorgée et pour obtenir ces mots de passe, ça a été extrêmement long. Donc là, le conseil, c'est absolument anticiper ce point-là. Pour les gens qui ont déjà des salariés en activité partielle, sollicitez très rapidement cette demande, même si vous avez 30 jours pour le faire, faites les démarches le plus rapidement possible. Et pour ceux qui souhaitent mettre en place l'activité partielle au cours du mois d'avril, sollicitez dès à présent vos codes pour faire les démarches administratives le plus rapidement possible. Alors, ce qu'on avait dit, hein, c'était qu'au bout de 2 jours sans réponse, ça valait comme un accord tacite. Et donc, on peut mettre en place le chômage partiel, l'activité partielle. Sauf que, et ça rejoint la question de Romain qui est posée maintenant. Comme tu dis, parfois il y a des refus. Donc, ça veut dire refus vaudra régularisation si jamais la mesure a été prise. Quel est ton conseil par rapport à ça? Et surtout, est-ce qu'on a une vision, de la visibilité sur les éventuelles justement régularisations qui pourraient avoir lieu, ou est-ce que pour le moment ça reste assez flou? Alors, à ce sujet-là, moi, j'ai 2 conseils. La première chose, c'est anticiper, comme je le disais, la demande. Faites-la le plus rapidement possible parce qu'effectivement, si on est dans une situation où on se voit refuser cette activité partielle, il faudra maintenir le salaire normal avec charge patronale et charge salariale. Le deuxième élément, notamment, c'était le cas chez mon client d'usinage, il faut absolument garder tout moyen de preuve pour justifier, notamment dans le cadre de la baisse d'activité, le choix de l'activité partielle. Il y aura des contrôles a posteriori. Il y a certaines sociétés qui ont un petit peu exagéré dans un premier temps, qui ont profité de ce délai de 48 heures. Ces délais-là, il y aura des contrôles. Donc, mettez en place tous les moyens de justification, montez des dossiers pour justifier que vous étiez bien dans les clous. Là, typiquement, les moyens dont tu parles, ça va être la baisse des commandes, l'annulation de commandes liées à ça. Moi, le client en question, il avait des échanges de mails avec ses clients, effectivement, pour justifier que les commandes étaient annulées. Il avait des échanges de mails avec ses fournisseurs, disant que les livraisons étaient impossibles. Donc, tout ça, il faut l'intégrer et le conserver en cas de contrôle. Effectivement, donc la baisse des commandes, l'impossibilité de livrer, tous ces éléments-là en font partie. Ok, très clair. Très clair. Et du coup, on a parlé aussi éventuellement du sujet des congés, donc congés à imposer ou en tout cas refuser de les décaler. Est-ce que là-dessus, c'est quelque chose que toi, tu constates? Est-ce que le dispositif nécessitant, donc pour rappel, on peut imposer des jours de congé moyennant un accord de branche ou d'entreprise. Est-ce que ça, du coup, c'est vraiment une mesure qui est mise en place ou possible de mettre en place? Pour rappel, du coup, les congés payés, les RTT et puis les jours fériés également restent payés normalement. Donc, les congés payés, c'est une bonne façon pour l'entreprise de maintenir un salaire normal à son salarié. Et donc, il y a effectivement certaines sociétés, et KPMG en fait partie, qui ont demandé à leurs salariés, en bonne intelligence, de poser un certain nombre de congés payés afin de maintenir le salaire et de ne pas aller sur une activité partielle. Côté entreprise, ça peut avoir un vrai sens, effectivement, d'aller également en ce sens, parce qu'il faut anticiper la reprise. Là, les compteurs congés payés continuent à tourner. Si les personnes sont en activité partielle, au moment de la reprise de l'activité, on risque d'avoir un certain nombre de personnes qui posent leur congé. Ce n'est peut-être pas le plus pertinent.
Donc, essayez de voir pour solliciter les salariés, si financièrement on peut se le permettre, pour privilégier peut-être effectivement congés payés ou RTT plutôt qu'activité partielle. Effectivement, l'entreprise a aussi la possibilité de l'imposer à ses salariés. On peut imposer 10 jours de RTT à ses salariés et on peut imposer jusqu'à 6 jours de congés payés ouvrables à ses salariés avec un délai de prévenance de 1 jour franc. Avant, on était sur 1 mois. Mais pour ça, il faut un accord d'entreprise ou un accord de branche. Et c'est relativement simple à mettre en œuvre si on a un CSE. C'est un tout petit peu plus compliqué chez les plus petites structures avec moins de 11 salariés. Ça demande un référendum et donc c'est assez complexe à mettre en œuvre. Surtout en ce moment, oui. Donc cette mesure, ouais, ça permet de maintenir le salaire et aussi de préparer la reprise. Tout à fait. Tu m'avais parlé aussi d'un certain nombre d'entreprises qui souhaitaient maintenir, parce que pour l'activité partielle, on est à 84% du salaire net qui va être restitué, indemnisé par l'État. Tu parlais aussi d'entreprises qui souhaitaient, elles, payer plus. Donc, en fait, on a les conventions collectives qui vont imposer un taux potentiellement supérieur, mais aussi la possibilité pour l'employeur de payer plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là, quand tu as rencontré ces situations-là? Moi, j'ai été agréablement surpris par effectivement la prise de conscience au niveau des dirigeants sur l'impact que ça allait avoir en termes de pouvoir d'achat au niveau de leurs salariés et l'importance qu'ils donnaient à cette perte de 16 points de salaire. Il y a 3 dispositifs, à mon sens, qui peuvent avoir un sens. Le premier, on l'a déjà évoqué, c'est les congés payés et les RTT. Effectivement, s'ils sont en congés payés, on maintient le salaire. Le deuxième élément, on l'a évoqué tout à l'heure avec Corinne, c'est la possibilité donnée à l'employeur de compléter l'allocation minimale prévue par la loi, donc aller au-delà des 70% et de maintenir le salaire de son salarié pendant la période d'activité partielle. Et ça, il y a eu une ordonnance qui est venue expliciter un peu le traitement social de ce point-là. Cette allocation complémentaire est traitée d'un point de vue social comme l'allocation de base, c'est-à-dire qu'il y a une exonération de charges sociales dessus et uniquement CSG, CRDS. Le troisième point qui a été mis en place par le gouvernement dans ce contexte-là, c'est la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, donc la fameuse prime Macron, qui avait été reconduite en 2019 pour des versements en 2020. Le dispositif a légèrement été amendé. On peut maintenant verser cette prime Macron jusqu'au 31 août 2020. Et dans les critères d'éligibilité de cette prime Macron, on peut intégrer la présence du salarié dans cette période de crise. La prime était initialement de 1 000 €, elle est passée à 2 000 €. Et puis pour les plus petites structures, pour rappel, cette prime était initialement conditionnée à la présence d'un accord d'intéressement. Pour les plus petites structures, donc celles de moins de 250 salariés, cet accord d'intéressement n'est plus obligatoire et par contre, la prime n'est que de 1 000 € dans ce cas-là. Donc, des moyens à disposition du dirigeant pour venir compléter et atténuer cet impact en termes de perte de pouvoir d'achat pour le salarié. Super. Il y a une question de Nicolas qui est pour toi, à mon avis. C'est pour la gestion de trésorerie. Comment peut-on calculer le montant de salaire avec charge qu'on va payer et le montant qui va nous être remboursé? C'est vrai qu'on a souvent les grandes lignes qui sont présentées. Ça peut être un petit peu plus dur à mettre en pratique quand on n'a pas forcément l'habitude de faire appel à ces dispositifs. Alors, je te confirme que c'est un petit peu plus dur à mettre en pratique parce que ça demande une analyse société par société. Les grandes lignes sont les suivantes et c'est celle que tu as rappelé tout à l'heure. Hein. On maintient un brut à hauteur de 70%. Le brut qui sert de base, c'est un brut qui est le même que celui qui sert à la base du calcul des congés payés. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas bien plus avancé, même si c'est un indicateur qui est quand même utilisé régulièrement dans la société. Donc, 70% du brut. On a une exonération de charges patronales et de charges salariales. On ne verse uniquement que la CSG CRDS. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on, du coup, on fait 70% d'un brut lorsqu'on est en activité partielle, c'est uniquement ça que ça va coûter à la société en tant que telle. On va verser 84% aux salariés et les 16% d'autres, les CSG et CRDS, va partir du coup à l'URSSAF. Pour les personnes au SMIC, on est sur un maintien total du salaire. Donc concrètement, pour l'entreprise, ça nous coûte 70% du brut si on ne complémente pas. Et en termes de remboursement, pour tous les salaires bruts
inférieur à 4,5 SMIC, donc quand la base brute est inférieure à 4,5 SMIC, on est sur une indemnisation totale de l'État. Donc, il y a un zéro reste à charge pour l'entreprise et on se rend compte que les délais de règlement sont plutôt tenus. Le gouvernement s'est engagé sur 12 jours et actuellement, sur les premiers retours qu'on a, effectivement, on a des remboursements sur 12 jours. Le gros enjeu, par contre, il est sur le calcul de ce brut. Là, l'analyse se fait vraiment société par société. On intègre dans ce brut le salaire de base du salarié, mais par exemple, et c'est assez récurrent dans un certain nombre de sociétés, on a des primes qui peuvent tomber. Ces primes, elles sont à intégrer ou pas dans le brut. Par exemple, une prime qui serait la part variable du salaire d'un commercial, on va la maintenir dans le brut. Par contre, des primes type exceptionnelles, des primes de 13e mois ou des primes de départ en vacances, telles que le prévoit un certain nombre de conventions collectives, on le sort du brut. Donc, ça demande quand même une analyse assez fine, société par société, pour savoir comment on appréhende cette notion de brut qui sert de base, encore une fois, au calcul de l'indemnité d'activité partielle. Okay. Petite question subsidiaire, c'est quel est le calcul pour les entreprises à 39 heures? Donc là, ça dépend si on est en régime d'équivalence ou non. Vas-y, je t'en prie. Ouais, si on est en régime d'équivalence, effectivement, l'indemnisation en tant que telle, elle est basée sur la durée légale du travail. C'est-à-dire qu'on raisonne sur une base 35 heures pour l'indemnisation de l'État et pour cette indemnité, du coup, une base de 35 heures ou une base plus courte si contractuellement ou de manière conventionnelle, la durée du travail est plus courte. Pour les régimes d'équivalence, on va venir proratiser, donc changer le taux horaire de base pour ramener cette durée de 39 heures sur une base de 35 heures pour la déclaration pour l'indemnité d'activité partielle. Très clair. Peut-être une question pour toi, Sophie. Comment on module l'imposition d'une semaine de congé avec les arrêts pour garde d'enfants? Donc là, c'est toujours la question de l'arrêt par rapport à ce qui va être la prise de congé ou même l'activité partielle. Il y a beaucoup de questions sur ces chevauchements de conditions. Déjà, un grand principe, je pense, c'est le principe enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais de bonne gestion. C'est-à-dire que, bon, là, aujourd'hui, tout passe, hein, que ce soit les déclarations d'arrêt auprès de la Sécu, que ce soit les demandes d'activité partielle. Parce que les services de l'État sont surchargés. Par contre, une chose est sûre, c'est que il y aura des contrôles derrière. Donc, une première chose, c'est mettez tout en œuvre pour faire en sorte, quand vous le pouvez bien sûr, que l'entreprise couvre les choses. C'est-à-dire que si les salariés ont posé une semaine de congé, moi, je vous engage vraiment à demander à vos salariés de ne pas les supprimer, de ne pas les reporter. Pour simplement montrer la bonne gestion et le fait que l'entreprise aussi donne du sien. Ensuite, sur est-ce qu'il y a de la garde d'enfants, etc., c'est par journée entière. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire, par exemple, tous les matins, mon salarié il est en congé, tous les après-midi, il est en garde d'enfants, c'est pas possible. Vous pouvez relayer. Par contre, alors sur la question, parce que j'essaie de regarder en même temps, en gros, peut-on imposer une semaine de congé à un salarié en arrêt pour garde d'enfants? Oui, a priori, s'il y a un accord, comme disait Nicolas. Par contre, après, s'il y a un arrêt pour garde d'enfants, ça veut dire simplement que de toute façon, le salarié risque de le demander jusqu'à la fin. Donc, voyez par rapport à ça s'il est possible, par exemple, de mettre en place des communications autour de on ne reportera pas les soldes de congés après la période. Ça, c'est des mesures très simples à mettre en œuvre qui demandent simplement une communication. Donc, je pense que c'est des mesures de bonne gestion, simplement de dire tant pis, ceux qui ne posent pas de congé ne posent pas de congé, mais cette année, on ne reportera aucun solde. Je ne sais pas si c'est ton cas, Nicolas, mais nous, il y avait plein d'entreprises qui reportaient habituellement les congés d'une année sur l'autre. Et là, cette année, c'est vrai qu'on leur dit, non, respectez la loi à la lettre cette année. C'est des choses simples à mettre en œuvre et qui sont facilement compréhensibles par les salariés aujourd'hui. Corinne, de ton côté, tu as eu ces questions de congés? Parce que là, on a bien conscience que les gens ont forcément un petit peu moins envie de poser leur congé pour rester chez eux plutôt que de partir dans des destinations qu'ils auraient souhaitées.
Est-ce que toi, tu as eu ces questions-là, soit des demandes d'annulation de congés qui étaient prévues, soit… Moi, quand je leur ai dit, de toute façon, on va sûrement devoir passer ça en congé, j'ai tout de suite eu « Ah non !» Ben oui, sauf que bon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, quoi. Donc, bon, j'ai la chance que je vais avoir droit à au chômage partiel. J'en avais un qui était en vacances, deux qui étaient en vacances, enfin un qui était parti une semaine, donc celui-là, voilà, il était en vacances. Et le deuxième, lui, il avait pris que 2 jours. Sur un week-end, ça faisait 4 jours. Donc, ça va passer en congé, mais après, les autres n'ont pas pris leur congé encore. Et en complément sur cette question, Justine, si tu le Ouais. permets, sur l'articulation entre congé maladie et garde d'enfants, d'un point de vue purement paye, un salarié du coup qui est en arrêt maladie, si on met en place l'activité partielle au sein de la société, reste en arrêt maladie. Un salarié qui serait en activité partielle et qui se verrait prescrire un arrêt maladie passe d'un point de vue paye en arrêt maladie. Et puis sur la garde d'enfants, comme le disait tout à l'heure Sophie, quelqu'un qui aurait un arrêt garde d'enfants avec une activité partielle, mais par exemple en travaillant que les matins, bien évidemment, on continue à appliquer son arrêt garde d'enfants. Par contre, à contrario, si on est sur du 100% chômé, son arrêt garde d'enfants n'est pas renouvelé et on passe sur l'activité partielle. D'accord. Donc là, c'est le seuil des 100% qui va faire la différence. On n'a pas toujours une primauté de l'arrêt maladie versus le chômage partiel. Alors, l'arrêt maladie Pas l'arrêt est maladie, dans tous les cas prioritaire. Par contre, sur pardon. l'arrêt garde d'enfants, effectivement, on ne le renouvelle pas si on est en arrêt d'activité totale. D'accord. Ok. Très clair. Super. Sur on va peut-être revenir une minute sur les mesures sanitaires du déconfinement. Du coup, encore une fois, on se tourne vers toi, Corinne, parce que c'est toi qui as l'expérience du travail qui continue et pas à distance. Comment tu pourrais conseiller les gens qui vont reprendre leur activité petit à petit au moment du déconfinement pour justement qu'ils arrivent à maintenir une activité en prenant en compte les mêmes mesures que toi? Donc, on parlait de la distance. Il y a aussi des mesures de mise en place de désinfection. Voilà, nous, on désinfecte toutes les poignées, on va dire, de portes. Après, le réfectoire, bon, il n'y a pas grand-chose. Les tables, forcément, les tables et tout ça. Et puis, bien maintenir justement la distance entre chacun. Je pense que après, c'est vrai que moi, je peux le faire parce que vraiment, on a de la place et les machines sont éloignées. Il y a pas ils sont pas les uns sur les autres, donc c'est facile. Mais il faut aussi éventuellement mettre des marques au sol pour bien faire les choses. Et j'ai vu qu'il existait aussi des sociétés qui faisaient des parois pour mettre, si les gens sont sur une chaîne, des parois entre chaque opérateur, ça doit être jouable. Donc après, c'est vrai que c'est lourd à mettre en place, je pense, sur certaines structures. Ouais. C'est ce qu'on voit aussi dans les supermarchés, etc. Tous ces plexiglas qui peuvent aussi être à la fois rassurants et surtout arrêter les projections. On a une autre question sur le chômage partiel, peut-être pour toi, Nicolas. Jihad qui dit qu'il est dans la restauration et qu'il a rouvert à la livraison via Uber Eats, qui lui permet de faire appel à 10% de son équipe. Est-ce qu'il peut faire du chômage partiel pour 90% des autres? Donc, ça, à mon avis, ça rejoint un peu ton exemple dans l'usinage. Est-ce que c'est possible comment on fait donc pour avoir le décompte des heures effectuées et le reste au chômage pour ceux qui ont repris? Et enfin, est-ce qu'ils peuvent verser une prime le maire et à quel moment? Alors, du coup, effectivement, là, on est sur un établissement qui est confronté à une fermeture administrative, donc on est dans le champ de l'activité partielle, même s'il y a une activité résiduelle du type vente à emporter, livraison, retrait de commande, par exemple. Donc là, c'est le dirigeant qui choisit sur ses effectifs ceux qui met en activité partielle ou ceux qui ne met pas en activité partielle. Et c'est toujours le dirigeant qui va communiquer à ses salariés les horaires de travail. Donc en fait, c'est lui qui a la main et c'est lui qui donne à ses salariés les horaires de travail. Donc les heures travaillées, les heures chômées. Pour le suivi, c'est simple, c'est à partir de ces heures qui sont communiquées, il fait un état à la fin du mois
toutes les heures qui étaient chômées rentrent dans la base de l'activité partielle, les autres sont payés normalement. Et concernant la prime Le Maire, je pense qu'il faisait référence à la prime Macron, non? Ouais, je crois que ça doit être celle dont tu parlais, et en effet, elle est plutôt nommée prime Macron. Ah, non. J'y ai dit que non. Le maire. Alors, moi, je n'ai pas connaissance de cette prime Le Maire par rapport à la Macron, qui a été revue. En fait, c'est le maire qui l'a porté et qui a modifié l'ordonnance. Donc, je pense qu'en fait, on est en train de parler de la même. Hein. C'est la possibilité dans les plus petites entreprises de verser 1 000 € sans charge patronale et défiscalisé pour le salarié, 1 000 € étant un plafond. Après, il faut soit un accord d'entreprise, soit une décision unilatérale de l'employeur pour mettre en œuvre ces dispositions-là. Et récompenser en fait les personnes qui sont venues travailler pendant cette crise. Alors, je vois que l'heure tourne, on va passer au mot de la fin et on répondra aux autres questions a posteriori, donc on vous les enverra en fonction de leur nature. Moi, rapidement, ce que j'aimerais, c'est que, que vous puissiez résumer en une phrase un peu ce qui pour vous est capital comme conseil pour gérer l'humain dans cette crise. Et un autre petit mot pour dire comment se tourner vraiment vers cette sortie, que ce soit du déconfinement ou juste de la reprise, parce que Corinne, finalement, tu es déjà déconfinée. Et pour vous, du coup, par rapport à ce que vous voyez parmi vos clients différents. On va reprendre dans l'ordre Corinne, Nicolas et Sophie, si ça vous va. Alors pour la reprise, moi déjà, j'ai commencé à envoyer des mails à mes clients qui sont fermés, hein, qui nous ont demandé d'attendre, et d'autres que je ne sais pas, hein, parce que je n'avais pas des commandes sur toute ma clientèle. Donc j'ai envoyé des mails à quasiment tous mes clients, leur disant qu'on était toujours ouvert, que dès la reprise, on commence à faire on prévoit des stocks, on va dire, pour déjà travailler, hein, parce qu'on ne fait pas que des commandes, on prévoit sur la reprise, parce qu'il faut aussi envisager qu'il y aura une reprise et se dire qu'il faut rester un petit peu optimiste dans ce monde de brut, on va dire, parce qu'autrement, voilà, c'est quand même ce qui permet d'avoir de l'espoir aussi. Et donc, j'ai eu beaucoup de réponses, hein, parce qu'on voit bien que les entrepreneurs sont quand même toujours sur leur boîte mail. Et j'ai eu beaucoup de remerciements en me disant qu'ils étaient contents de savoir qu'éventuellement, ils pourront trouver des pièces rapidement. Donc, voilà, il faut garder de la relation avec ses clients et ses fournisseurs, comme on fait avec son personnel quelque part. Super. Garder contact, peu importe avec quel interlocuteur. Voilà. Super. Merci. Nicolas? Alors, sur l'état actuel, hein, juste rappeler qu'on est quand même sur un dispositif massif en ce qui concerne l'activité partielle. Il y a quand même 8 millions de personnes aujourd'hui, 8 millions de salariés en activité partielle. C'est un coût énorme pour l'État. Moi, le conseil, hein, c'est inviter toutes les entreprises à être raisonnables. Il y en a certaines, effectivement, qui sont orientées rapidement vers l'activité partielle ou qui sont à la limite. Donc, voilà, faire attention à ces éléments-là, être responsable et toujours avoir en tête que de toute façon, il y aura des contrôles aussi a posteriori. Donc, bien anticiper tous ces éléments-là. Sur la reprise, moi, je constate quand même qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui réouvrent. Donc, c'est plutôt positif. Attention, bien anticiper cette reprise. Alors, on va un tout petit peu plus loin que l'aspect humain, mais là, tous les dispositifs qui ont été mis en œuvre ont eu tendance à diminuer d'un point de vue trésor la casse, faire en sorte que les entreprises passent relativement bien dans la plupart des cas cette situation. Attention, avec le redémarrage, on va avoir des BFR qui vont de nouveau augmenter et il faut anticiper parce que la période de redémarrage risque d'être un peu compliquée. Donc, bien être dans l'anticipation de cette période de reprise. Qui sera assez progressive et il ne faut pas imaginer qu'on va lâcher d'un coup tous les lions. Ça va plutôt être petit à petit. On a parlé d'une grosse récession, donc il faut bien le prendre en compte et aussi garder entre guillemets des ressources et du souffle pour pouvoir faire une relance vraiment d'un point de vue marketing ou autre. Mais en tout cas, se dire que ça va pas être facile non plus.
même s'il faut rester optimiste, comme le dit Corinne. C'est ça. Eh bien, pour ma part, alors moi, je pense que ce que j'aurais à dire, c'est vraiment de maintenir de la rigueur, de la constance et puis surtout beaucoup d'humilité dans la communication que vous ferez avec vos équipes. Parce que ce soit pour gérer aujourd'hui, pour gérer la reprise, on ne sait pas tout. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas si tout pourra reprendre le 11 mai. Donc, de continuer à être vraiment constant dans cette communication avec les équipes, avec les clients, les fournisseurs, mais de reconnaître que oui, ce que vous avez décidé aujourd'hui, ça changera peut-être demain et ça changera peut-être la semaine prochaine et qu'on ne maîtrise pas tout. Donc, de bien continuer à le dire ça et de continuer à prendre des décisions, mais dans des temps d'incertitude qu'on sait imparfaites et qu'on sait changeantes forcément. Donc, voilà. Et de bien le dire aux équipes surtout. Super. Merci. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Je vous ai mis en lien, du coup, le lien vers Cash is King pour intégrer cette communauté. L'idée, c'est vraiment, comme on disait, d'échanger avec les différentes expériences, différents du coup secteurs. On a beaucoup de personnes qui peuvent être du secteur de la restauration, d'autres du BTP, etc. Donc, c'est vraiment de voir cette mixité et d'essayer de s'entraider sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Pour toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu, on y répondra justement avec nos intervenants sur Cash is King en fonction des différentes thématiques. On a déjà couvert beaucoup de sujets. Sophie également a répondu dans l'onglet questions directement à des questions. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. Ce sera encore disponible avec le lien que vous avez. Donc, n'hésitez pas à lire ces questions qu'elle a discrètement glissées. Et merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir été là et d'avoir participé à cette table ronde. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets avec des points de vue plus vécus, techniques et humains. En tout cas, c'était super intéressant et merci beaucoup de votre participation. Merci. On va se laisser là et du coup, le replay sera disponible. De toute façon, on va vous l'envoyer ensuite par email. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée et bon courage. Merci. Au revoir.